Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bienvenue dans Capital Humain 3.0. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, mais que les organisations peinent encore trop souvent à traduire dans les faits. Il s'agit de la santé au travail et aussi de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors on en parle beaucoup, on signe des accords, on organise des journées thématiques, mais au fond, comment aller au-delà des intentions pour transformer réellement la vie au travail? Alors pour explorer cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Beau. Vincent Beau est un acteur engagé, porteur de projets structurants comme l'initiative 41-21. Il vous expliquera pourquoi. Il œuvre depuis des années à faire de la QVCT non pas un slogan, mais un levier concret de transformation sociale et organisationnelle. Alors avec lui, nous allons parler de son parcours, de ses expériences de terrain, de ce qui marche vraiment et de ce qui bloque encore aussi, et surtout de ce qu'il faut oser pour passer de la théorie à l'action, ce qui pêche souvent, et construire un travail qui ait du sens pour les salariés comme pour les dirigeants. Bienvenue Vincent. Et bonjour, Johan, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'aborder ce sujet avec toi. Alors déjà personnellement parce que j'y travaille depuis quelques années et ton approche m'a touché depuis quelques années parce que tu es quelqu'un de très pragmatique. Et ça, j'aime bien. Alors j'aimerais justement, Vincent, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la QVCT et surtout à la santé au travail? Allez, pour faire vite, Johan, moi j'ai découvert le monde du travail en tant qu'ouvrier, hein, en bossant dans la distillerie où travaillait mon papa. Et ça, c'est ma première rencontre avec le monde du travail. C'était un travail qui était posté et qui m'a beaucoup marqué dans l'exigence du travail par rapport à ce que chacun pouvait en attendre et les marges de manœuvre qu'il ne permettait pas. Voilà, vraiment, j'ai été très marqué par ça. Ensuite, j'ai été chef d'équipe et directeur d'usine. Donc, c'était mes fonctions parce que j'étais porté directement sur le management. Mhm. Je vais faire vite parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus pour aller à l'essentiel, Johan, mais en Oui. gros, on fait simple. On est balancé manager, on ne sait pas comment faire, par contre, on sait quoi obtenir, plus de résultats, quelle que soit la mesure du résultat. Quand j'étais sur les lignes de production, c'était des palettes par minute. Quand j'étais directeur d'usine, c'était d'autres indicateurs. Et j'ai découvert, par hasard total, que alors que je m'étais mis à faire comme tout le monde, c'est-à-dire être un manager qui demande, qui contrôle, j'ai découvert que je gagnais beaucoup plus de performances, celles qui m'étaient demandées, hein, et sans beaucoup de tolérance sur les écarts. J'ai gagné beaucoup de performances en écoutant celles et ceux qui bossaient avec moi, plutôt qu'en étant seulement écouté par elles. C'est un hasard total. C'est un moment où j'étais tellement dégoûté d'être moi-même toujours le manager qui sait mieux alors qu'il sait pas, qui décide mieux alors que c'est pas vrai, mais qui se convainc et qui essaie de convaincre les autres que c'est toujours le cas. Voilà, c'est un moment d'abandon de cette norme-là que j'ai découvert ça. Je pensais pas trouver de la performance, je pensais trouver de la relation, en fait. Une meilleure relation avec les autres et une plus grande correspondance entre moi, qui je suis et qui j'étais en tant que manager. Voilà. Ça m'a fasciné, quoi. Comment c'est possible? Alors, il y a des conditions très fortes pour que ça fonctionne. C'est pas juste en écoutant que tout fonctionne. J'ai découvert par apprentissage, on va dire ça comme ça, les conditions pour que ça marche, pour que cette confiance se noue entre le manager et son équipe, les limites de cet exercice aussi. Et ça m'a tellement passionné que je suis allé voir Aix-Marseille Université en disant, mais il faudrait l'apprendre à des nouveaux cadres. On était dans les années fin 90, hein. Et ils Ah m'ont oui. dit, bah, fais-le, fais-le. Et donc, ça fait maintenant plus de 25 ans que j'enseigne le management participatif à Aix-Marseille Université, où j'ai été nommé professeur associé. Ensuite, j'ai intégré la direction des risques professionnels de la CARSAT. Donc ça, c'est le nouveau monde, le monde de la santé au travail. Je l'ai découvert là. Entre parenthèses, directeur d'usine que j'étais, jamais j'en avais entendu parler. Eh Donc oui. je découvre le monde de la santé au travail en étant un acteur de la santé au travail.
Je dois m'approprier ce sujet passionnant, hein. Et ce sujet, pareil, hein, je vais vite, Johan. Ce Mhm. sujet, je découvre qu'entre autres problématiques, parce qu'il en a beaucoup, ce sujet a une caractéristique. La santé au travail parle beaucoup, mais écoute peu. Pourquoi je dis ça? En santé au travail, on dit beaucoup aux gens quoi faire pour ne pas se faire mal. On leur dit quoi porter, on leur dit quelle procédure respecter, on leur dit quelle formation faire, et on a raison, il faut leur dire des choses. Le problème, c'est que ça coince dans la remontée, quoi. Et j'ai rencontré beaucoup de salariés, et quand je dis salariés, Johan, je préfère dire même travailleurs. Oui. C'est-à-dire élargir le champ des travailleurs au seul statut salarié, en parlant aussi des intérimaires, en parlant aussi des stagiaires, des sous-traitants, etc. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de travailleurs, managers inclus, qui m'ont dit, quand je leur disais, mais la santé, c'est votre santé, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à embrayer sur ce qui vous est demandé, etc. Et qui m'ont dit, en fait, j'y crois pas. Beaucoup de gens me disent, j'y crois pas que ma santé, c'est leur priorité. Et pourquoi ils me disaient ça? Certains me disaient, parce que j'ai pas les bons outils pour bosser. Ah, j'ai pas les bons outils pour bosser, ça me fait mal, personne ne fait rien. D'autres me disaient, j'ai pas la bonne organisation pour bosser. Ben voilà, j'ai par exemple trop de charges de travail, ça me fait mal, personne ne fait rien. D'autres me disaient, j'ai pas les bonnes relations pour bien bosser. Ça me fait mal et personne ne fait rien. Donc, comme j'ai des choses dans mon boulot qui me font mal et que personne ne fait rien, je ne crois pas que ma santé c'est leur priorité, sinon quelque chose se passerait pour les régler. Et devant ce grand déséquilibre de sens et d'efficience, en fait, entre un message qui est sorti par l'entreprise, votre santé, votre sécurité, c'est pas la même chose, mais bon, c'est des phrases assez connues, c'est notre priorité, et ce que vivaient concrètement au réel de leur situation de travail ces acteurs-là, c'est là que j'ai eu l'idée de dire, mais on n'aura jamais un sens accordé à notre mission si on ne commence pas par écouter ce qui leur fait mal déjà, quoi. Je peux parler à quelqu'un de ce qui peut lui faire mal plus tard, ça ne l'intéressera pas si je ne lui parle pas de ce qui lui fait mal tout de suite, quoi. J'ai une image comme ça que je peux partager, Johan, c'est que Mhm. quand tu dis à quelqu'un de tenir la rampe des escaliers, par exemple, on a raison, on peut tomber. Quand cette personne-là, par exemple, a trop de charge de travail, se connecte le soir, le week-end, pendant ses congés, parce que c'est juste pas possible de faire son boulot dans les horaires normaux, qui sacrifie sa santé, ses équilibres à son boulot, quand il entend tiens la rampe, pourquoi tu la tiens pas? C'est un peu comme si tu as quelqu'un qui est en train de se noyer et tu lui envoies une paire de gants. C'est Mhm. sûr qu'un jour, la paire de gants peut lui être utile pour pas lui faire mal, quoi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est pas ça, en fait. Lui, c'est pas ça qui va faire qu'il va s'en sortir. Ce qu'il veut, c'est déjà qu'on travaille sur ce qui lui fait mal. Donc, voilà pourquoi j'ai proposé aux entreprises qui avaient de la sinistralité, qu'elle soit accident du travail, mais aussi absentéisme, des risques psychosociaux, j'aurais dit, avant de dire aux gens quoi faire, on a plein de normes de partout, on a plein de règles, de bonnes pratiques de partout qui sont pertinentes en l'état. Allons demander à chacune des personnes dans la boîte ce qui les empêche de bien faire et bien vivre leur travail. Il faut commencer par là. Et j'ai dit, c'est pas nous qui allons le faire, c'est vous l'entreprise qui allez le faire. Vous le dirigeant d'abord, avec votre codir. Si vous voulez que l'écoute des travailleurs soit la norme de votre management parce que vous y croyez comme moi, commencez par le faire vous-même. Sinon, c'est mort. C'est comme quand Mhm. tu vas dans un atelier, tu dis à tout le monde portez vos chaussures de sécurité, toi dirigeant, tu passes et tu les as pas. C'est mort. C'est Donc, clair. vous commencez par écouter ce qui empêche les gens de bien faire et bien vivre leur travail, chacun à chacun des niveaux de l'entreprise. Puis derrière, des choses vont sortir, pas tout. Quand on lance Mhm. une démarche d'écoute, les gens n'y croient pas. Ils sont sceptiques, ils ont raison, parce que souvent, on leur a déjà fait le coup, hein. Bon. Eh bien, ils disent pas rien pour autant. Donc, des choses remontent, et ces choses qui remontent, vous ne pourrez pas tout faire. Donc, la deuxième étape que j'ai proposée à ces personnes, à ces entreprises, c'est vous allez évaluer. C'est-à-dire ce que chaque équipe aura dit à son manager, les problèmes que l'équipe leur aura confiés, ces Mhm. problèmes, ils ne se valent pas tous. Vous allez trier ces problèmes et le manager va revenir vers l'équipe en disant, ben voilà, vous m'avez dit 10 choses, vous n'avez peut-être pas tout dit, mais vous n'avez pas rien dit. Vous m'avez fait part de 10 problèmes. Ces problèmes, on va les trier du pire au moins pire pour les attaquer du haut vers le bas. Et la clé qui va permettre de faire ce tri, ce ne sera pas les problèmes qui peuvent nous faire gagner le plus de fric d'abord, c'est ceux qui peuvent nous faire le plus mal d'abord, physiquement et mentalement. Et ça, je pense que tu l'as reconnu, Johan, c'est l'évaluation des risques faite participativement C'est au cœur ça. de chaque unité de travail qui devient un outil de management pour aller emmener l'entreprise dans une démarche maîtrisée vers la réponse à donner. Parce que écouter sans répondre, c'est une double offense. C'est l'offense à la personne qui s'est exprimée puisqu'on lui montre que ce qu'elle a dit n'a pas d'importance, on n'y répond même pas. Mais c'est aussi une offense à sa santé. Donc, pour agir,
chaque manager revient vers son équipe en disant, ben voilà, le pire et le moins pire de nos problèmes, c'est ceux-là, ceux que vous avez partagés. Eh ben, cherchons des solutions d'abord sur le premier. Et c'est ça qui permet de rester en maîtrise pour pas tout faire tout de suite. Et ensuite, quand on aura trouvé ensemble, pas moi manager avec vous, enfin pour vous, mais moi manager avec vous. Quand Mm. on aura trouvé ensemble des solutions pour la première, eh bien après, on ira trouver des solutions pour la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Et tout ceci, évidemment, avec un comité de pilotage où les partenaires sociaux et les services de prévention santé au travail, mais les partenaires sociaux d'abord et avant tout, sont Mhm. pilotes de la qualité de la démarche et de son amélioration continue. Et C'est du quand on a fait ça, co-développement. et oui, et quand on a fait ça, Johan, il y a eu de tels résultats sur la réduction de l'accidentologie, mais aussi de l'absentéisme maladie, des RPS aussi. Oui. Il y a eu de tels résultats que beaucoup d'entreprises sont venues nous voir, puisqu'un article de l'INRS est sorti, en nous disant on veut faire la même chose. Et c'est là que j'ai été nommé correspondant national des enseignes pour les CARSAT dans ces politiques santé au travail. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je me suis tellement éclaté que j'ai créé mon cabinet il y a 15 ans pour ne faire plus que ça à ma façon. Ça s'appelle mon cabinet Master. C'est un jeu de mots un peu foireux, hein, mais ça veut dire management de la santé au travail par l'écoute et la réponse. Et on a été reconnu innovant par le ministère du Travail. Et c'est ce qu'on fait avec mon cabinet. Donc, et en fait, quand en 2013-2014, alors qu'on proposait toujours à ces entreprises qu'on rencontrait de mettre l'écoute au cœur du travail, enfin, comme on l'a dit ensemble, quoi, de faire de Mhm. l'évaluation des risques, ce pilier, écouter, évaluer, agir, un pilier de management de leurs performances nouvelles. Bon, eh bien, c'est là, quand j'ai vu des boîtes me dire, maintenant, on va pas faire ça, on va mettre des baby-foot, on va mettre du yoga, on va mettre de la méditation, et on va appeler ça QVT. Ah C'est oui. là où j'ai dit, mais on passe complètement à côté de la cible, et que ça se déployait de partout, ce message-là. Et là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une tribune dans Le Monde en 2016, donc qui disait, qui dénonçait ça, qui n'a rien changé, mais j'en ai écrit d'autres. Et puis ensuite, ben, par désespoir de cause, Johan, j'ai écrit un bouquin. J'ai dit, ben, je vais tout mettre dans un bouquin, et puis on verra bien. Moi, je suis rien ni personne dans le dispositif. Je suis un petit préventeur à Marseille qui réfléchit un peu, et pas forcément ni plus ni mieux que les autres, hein. Bon. Donc j'ai écrit un bouquin. Quand tu dis que je suis pragmatique, ce bouquin, je lui ai donné un nom pragmatique. J'ai appelé ça la QVT, en finir avec les conneries, hein. C'est Et ça. ce bouquin a eu trois effets. Premier effet, un groupe de travail international qui rédige un guide qui s'appelle Entreprise mondiale et bien-être au travail me contacte, ce guide à l'appui de l'Organisation internationale du travail, et il est euh, animé par le N3S, enfin piloté par le N3S. Mhm. Donc ce groupe de travail me dit, ben, est-ce qu'on peut reprendre les modélisations, les concepts que vous avez dans votre livre pour le mettre dans notre guide? Et là, première surprise de taille. Deuxième effet du bouquin, quand je vois que les retours sont très bons et que beaucoup de gens voilà, me font des retours positifs, je me dis, mais tout le monde ne va pas pouvoir lire un bouquin de 400 pages, en fait. Il faudrait qu'on puisse en parler au plus près du terrain. Et donc, j'ai lancé une initiative bénévole sur LinkedIn. J'ai dit, toute personne en France qui veut qu'on parle de ce sujet, de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail, toute personne qui veut ça, eh bien, je vous rencontre. Et vous me faites venir, vous trouvez une salle, vous trouvez des chaises, vous trouvez des gens. Et j'ai lancé ça comme ça, le Tour de France de la QVT. Et ce Tour de France de la QVT, il m'a dépassé en fait. Il y a eu 25 étapes partout en France. Et il y a plus de 2000 personnes de mémoire qui se sont réunies et qui, pendant 3 heures, ont parlé de ce sujet, quoi. Et ça, c'était énorme, quoi. Donc voilà, on fait ce Tour de France de la QVT. Et à la fin moi, j'ai fini après, hein. Et à la fin de toutes ces étapes du Tour de France de la QVT, la même question m'était posée, en fait. Des gens venaient me voir en me disant, franchement, on est d'accord avec vous. Vous dites qu'il faut mettre la santé physique et mentale à égalité de traitement, eh ben on est d'accord avec vous. Deux, ils me disent, vous dites qu'il faut mettre l'écoute au cœur du travail, on est d'accord avec vous. Seulement, comment on fait concrètement? C'est ça la question qu'ils m'ont posée. Comment on fait concrètement Mhm. Parce que vous vous barrez demain, moi j'ai entendu votre conférence et j'ai mes problèmes aujourd'hui. Mhm. Et là, en fait, à force d'entendre ça, ben, j'ai réuni des acteurs que j'avais pu rencontrer et je leur ai dit, est-ce que vous seriez d'accord pour créer un projet à but non lucratif dans la lignée du Tour de France, d'intérêt général, qui élabore une trame méthodologique, pas des grands principes et puis débrouillez-vous avec le reste, une trame méthodologique qui mette l'écoute au cœur du travail et qui repose sur ce trinôme écouter, évaluer, agir. Est-ce que vous seriez d'accord pour le faire? Et si on est d'accord pour que ce référentiel soit celui-ci, ensuite on le diffuse à toute entreprise en France pour qu'elle vienne le faire et on en mesure scientifiquement les bénéfices.
pour toute entreprise, toute taille, tout secteur d'activité, public, privé, associatif. Et là, ben, j'ai été emballé parce que des acteurs de très grands noms que j'estime énormément m'ont dit oui. Le directeur du Bureau international du travail, la co-garante des assises du travail, l'ancien directeur de l'ANACT, l'ancien directeur des risques professionnels de l'ACNAM, l'ancien président de l'INRS, Malakoff Humanis, 4 services de prévention santé au travail, des chercheurs, des experts, me disent tous non seulement ça nous intéresse, mais me disent on vient dans ta fondation. Ça, c'était énorme. Et c'est comme ça qu'on a lancé la fondation Projet 4121. On a tout de suite voulu dire, faisons la mesure scientifique du bénéfice de cette approche sur 3 Mhm. sujets. Qu'est-ce que mettre l'écoute au travail va apporter, premièrement, à la santé physique et mentale des travailleurs, premier sujet de recherche. Deuxièmement, qu'est-ce que ça va apporter à la santé physique et mentale des dirigeants, dont on ne parle jamais. Et C'est ça. troisième objet de recherche, qu'est-ce que ça va apporter à l'attractivité et la performance des boîtes. Et donc pour ça, on a sollicité le CNAM pour rédiger le protocole de recherche. Et on a lancé tout ça l'année dernière, ce projet 4121 au CNAM, le site est prêt et tout. Et le dernier étage à cette fusée, c'est qu'on s'est dit, bah, les boîtes qui me disaient comment on fait concrètement, maintenant elles ont qu'à aller sur le site et télécharger le PDF et puis y aller. Sauf que personne ne se transforme, aucune boîte va se transformer en téléchargeant un PDF. Eh Il oui. faut les accompagner, quoi. Et ben, le dernier étage de la fusée, j'ai relancé un appel sur LinkedIn, sur les webinaires et tout, et j'ai dit, y aurait-il des préventeurs comme moi qui seraient prêts à donner de leur temps bénévolement pour accompagner une ou deux entreprises dans ce référentiel-là, pour mettre l'écoute au cœur du travail. Et il y en a 60 aujourd'hui qui ont dit oui, qui se sont formés, qui sont prêts dans une communauté de référents du projet 4121 à les accompagner. Je suis désolé, Johan, ça a été très long, mais comme ça, tu as toute C'est- l'histoire. C'était parfait et en plus ça donne tous les tenants et les aboutissants et ça pose bien le décor. Donc, et ça colle aussi avec justement cette notion de pragmatisme et je salue justement ce lien entre l'expérience terrain et puis aussi le volet recherche. Et Hmm. effectivement, aujourd'hui, on est dans un pays où on a besoin d'une caution scientifique. Donc je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce projet de recherche. Alors du coup, maintenant, j'ai plein de questions par rapport à ça. Pour avoir vécu ça depuis l'intérieur, souvent je me suis rendu compte que en micro local, les équipes, elles arrivent à se mettre d'accord. Par contre, sur des strates hiérarchiques beaucoup plus importantes où il y a besoin d'une approche système et organisationnelle, des fois ça a du mal en fait à passer sur une approche pyramidale, top-down. Euh, et c'est ce que j'ai constaté en fait qui peut parfois bloquer. Est-ce que toi, par rapport à ce blocage-là, tu as pu trouver des solutions à ça, à travers ton Il y a approche qu'une- pragmatique? En fait, Johan, il n'y a qu'une seule solution. Si ça bloque, c'est que ce n'est pas régulé par le management. Si ce n'est Mhm. pas régulé par le management comme étant un problème, c'est que ce n'est pas porté par le dirigeant. La seule solution, c'est l'engagement du dirigeant pour C'est que non ça. pas des équipes se mettent à faire des choses localement. Parce qu'il y a plein de gens qui essayent de faire plein de choses dans des équipes ou dans des autres, quoi. Mais si on veut que ce soit une norme managériale, si on veut que ce soit un élément d'une culture nouvelle du management, ça ne peut pas passer autrement que par un engagement totalement éclairé du dirigeant à vouloir que ce soit le management de l'entreprise qu'il souhaite. Ouais. Et en se l'appliquant lui-même et en se convertissant, d'une part, à une approche globale de la santé physique et mentale, c'est-à-dire intégrer des indicateurs de santé mentale en entreprise que personne ne regarde, on Oui. regarde que les taux d'accident. Et deuxièmement, une méthode comme celle-ci qui permette de mettre ça au cœur de son management, alors si on suit la mise en œuvre d'une méthode, d'une démarche qui fait office de démarche stratégique pour l'entreprise. Mm. Si ça appartient à la stratégie de l'entreprise portée par le dirigeant, les nœuds dont tu parles vont se dénouer comme tout autre projet stratégique qui serait noué quelque part, quoi. Oui. Et en termes de pilotage, justement, et je trouve que tu abordes une notion très intéressante, c'est la mesure de la performance sociale, et Mm. notamment les coûts de désengagement et des indicateurs clés qui peuvent sensibiliser les directions. Est-ce que tu vois que les directions sont de plus en plus matures et s'ouvrent justement à ces indicateurs de performance sociale? Oui, parce que, elle voit bien qu'aujourd'hui, c'est là que ça pêche, quoi. Dire, on voit bien qu'aujourd'hui, on a pu maîtriser beaucoup d'indicateurs de productivité, pour employer un gros mot, Mhm. d'indicateurs de gestion, hein. Mais là, dès qu'il s'agit d'aller sur le subjectif. L'engagement, c'est une donnée subjective. Ça ne se mesure pas avec un scanner en rentrant dans l'entreprise, le niveau d'engagement des personnes, quoi. Dès qu'on est sur la part subjective de ce que les gens vivent au travail, ça, c'est
aujourd'hui, ma conviction, c'est que c'est celle qui aujourd'hui fait défaut à la performance des entreprises. Toute cette part subjective du travail et de la santé. Mais en gros, pour le dire autrement, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont compris que le proverbe d'Einstein était toujours vrai. À faire ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Et devant tout ce qu'elles ont toujours essayé de faire pour redevenir attractives pour certaines, juguler un problème qui n'est pas du tout maîtrisé et qui est en aggravation, juguler l'absentéisme, prévenir les atteintes à la santé physique et mentale. Voilà. Tous ces sujets qui ne sont pas maîtrisés aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se disent, on ne peut plus faire comme avant, il faut donc faire autrement. Et se faire autrement, quand on leur parle de ces indicateurs-là, oui, beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui y sont sensibles, quoi. Mais Et c'est un ça changement rejoint, de culture. Voilà. Il s'agit d'un changement de culture d'entreprise. et oui. Et ça rejoint la notion dont on parle beaucoup en ce moment de travail réel, parce que souvent tu es déconnecté entre le travail prescrit et le travail réel. Et ça rejoint cette notion-là, justement, d'aller beaucoup plus vers les coups de terrain, vers les collaborateurs, pour aller vers le travail réel qui se joue. Complètement, parce que en fait, cette notion de travail réel, c'est une notion culte d'ergonomie. Et pour faire simple, pas pour toi, mais pour éventuellement des auditeurs qui ne seraient pas instruits de ça, on dit qu'il y a une différence entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est le travail tel qu'il est pensé, par les procédures, par les normes de l'entreprise. Le travail réel, c'est le travail tel qu'il est réellement effectué et vécu par les travailleurs. Ben, c'est une. Tu as fait raison. Si, et c'est celui qui se produit, en fait. Voilà. Oui. Et donc, si on veut connaître le travail réel, c'est-à-dire savoir comment les choses se passent réellement, on n'a pas d'autre façon que d'aller écouter les travailleurs sur la façon dont le travail se fait réellement. Évidemment, il y a une part d'observation qui est possible pour rentrer au contact du travail réel. Si demain je vais dans une équipe, moi je l'ai souvent fait, hein, si demain je vais dans une équipe qui bosse de nuit voilà, ou de jour, enfin j'en sais rien, dans un service et que je vais observer le travail de cette équipe, je vais pouvoir me rendre compte que bah, ils n'ont pas les bons outils pour bosser, qu'ils courent toute la journée après je ne sais pas quelle information. Enfin, c'est-à-dire, la part du travail réel n'est pas complètement subjective, mais évidemment, il y a une énorme part du travail réel qui est subjective, et toute subjective qu'elle soit, elle est au moins aussi importante que la part objective de ce travail. Donc oui, tu as tout à fait raison, Johan, l'écoute des travailleurs, c'est une clé d'accès au travail réel des personnes qui est le point de départ de toute amélioration possible. Si je pars du prescrit, j'ai le mauvais, j'ai le mauvais point de départ en fait, et je risque pas d'avoir la bonne ligne d'arrivée, quoi. Alors justement, si tu as des dirigeants en fait, qui ont envie de passer dans cette démarche-là, et notamment par rapport à cette méthodologie, par quoi ils peuvent commencer, justement, par rapport à ce que tu peux proposer, et notamment par rapport au projet 41-21. Ils se disent, bon, le discours de Vincent, il me touche, je suis peut-être en décalage aujourd'hui entre la réalité et puis ce que je voudrais faire. Comment je rentre dans le process et je suis les précaux de Vincent? Pour entrer dans le process, il faut déjà savoir ce qu'est le process. Moi, c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça, Johan, en fait, c'est que Hmm. on a parfois des dirigeants submergés qu'ils sont, des décisions à prendre, des infos à accumuler. Enfin, je veux dire, c'est moi ce que j'ai un peu découvert en devenant à ma micro-échelle Mhm. dirigeant de ma propre entreprise. Bon. Donc, voilà, c'est déjà s'assurer que, au-delà du principe, je veux dire, quand vous dites il faut écouter, évaluer, agir dans chacune des équipes, enfin, etc., ça va très vite à dire c'est intéressant. Par contre, quand on voit concrètement ce en quoi ça repose, des temps de rencontre individuels entre un manager et chacun de ses salariés pour écouter ce qui l'empêche de bien faire et bien vivre son travail. Donc, des compétences managériales pour le faire. Ensuite, un temps pour pouvoir faire l'évaluation technique du pire au moins pire des problèmes qui sont remontés proprement décrits. C'est un temps et des compétences. Ensuite, réunir une fois par mois, c'est ce que j'ai appelé les temps de management collectif, des TMC, une fois par Mhm. mois, 20-30 minutes debout dans l'atelier, de façon dynamique, quoi. Réunir ces travailleurs une fois par mois pour regarder les problèmes ainsi priorisés, partager avec eux cette priorisation et chercher des solutions du pire au moins pire face à des gens qui n'ont même plus le temps de déjeuner parfois. Je veux dire, et quand on commence à regarder ce que ça implique concrètement, entre l'intention de dire c'est bien de le faire et le visage très découvert de ce que ça demande pour être réussi. Voilà. Donc, la première condition, en fait, Johan, quand tu dis pour qu'un dirigeant s'engage, c'est d'être totalement éclairé, non pas seulement des objectifs, mais des moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, premier élément, c'est lire le référentiel. Et nous, on est là pour leur expliquer, leur expliciter, etc. Et vraiment se dire, je veux ça chez moi.
quelles que soient les difficultés, le temps que ça va générer. Pourquoi? Parce que je me le souhaite. Je me le souhaite soit et où, hein. Soit parce que j'ai aujourd'hui une crise de l'attractivité, une crise de l'engagement, une crise de l'absentéisme, une crise de l'accidentologie, des atteintes à la santé physique et mentale, j'en sais rien. Ou au contraire, je ne les ai pas ou pas beaucoup, mais je ne veux pas en avoir et je sais que ça, ce sera. Je parle performance et avantage concurrentiel en allant là-dedans avant les autres. Voilà. Donc, les deux. Et où? Donc, si on regarde, complètement être éclairé des conditions opérationnelles de mise en œuvre de cette démarche. Donc, tout est sur le site, plus si derrière sur le site, on a plein de boutons de nous contacter. Dès qu'un dirigeant est intéressé, hop, on se retrouve en visio avec quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, et voilà, on éclaire tout le projet de ses objectifs et de ses moyens. Une fois que le dirigeant dit, ben, je veux y aller, parce que qui croirait que ça prendrait pas de temps ou pas de moyens? Je veux dire, vendre des démarches d'amélioration culturelle du management qui passerait en temps masqué, comme on dit souvent, ça n'existe pas. Bon, Bien sûr. souvent Suisse. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que si face à ça, il dit, ben, j'ai envie d'y aller, alors il nous envoie une lettre d'engagement signée du dirigeant et il nous envoie un dossier d'adhésion. Et à partir de là, il fait partie du projet 41-21. Étape numéro 3, une fois qu'il est dedans, on lui envoie un fichier d'autodiagnostic, c'est-à-dire le référentiel à plein de choses qui sont demandées, très précises, très opérationnelles. Mais après, il y a déjà des choses qui existent dans la boîte, quoi. Donc en gros, on se retrouve dans la situation de l'autodiagnostic où là, ben, ce qui est fait par rapport au référentiel dans cet établissement-là, ce qui est fait n'est plus à faire, ça le valorise déjà. Ce qui n'est pas fait ou pas tout à fait réalisé reste à faire. Et ce reste à faire va devenir la feuille de route santé qualité de vie au travail de l'établissement pour couvrir 100% du référentiel. Et là, il a le choix de décider de le faire sur 1 an ou 2 ans ou 3 ans. C'est l'employeur qui décide. Pas plus de 3 ans par contre. Ok, il y a quand même un engagement de délai quand même Ah pour. oui, oui. Et là, il publie sa feuille de route qui est le négatif de son autodiagnostic, quoi. Une fois qu'on a cette feuille de route, il prépare ses équipes à accomplir leur référentiel en donnant les compétences nécessaires et l'information nécessaire à tous les salariés de voilà ce qui va se passer. Et au moment de l'autodiagnostic, c'est là où on va capturer des données santé, qualité de vie au travail qui vont nous permettre de faire l'évaluation scientifique. On aura le avant. Puis, une fois que tout le monde est prévenu que la feuille de route est installée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il fait, puisqu'il a dit qu'il allait faire sur cette feuille de route, la première, la deuxième et la troisième année. Donc, c'est la mise en œuvre de la feuille de route. Et tous les ans, il y a un bilan qui est fait. On avait prévu ça cette année. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Et c'est sa cinquième étape. Donc, informer première. La deuxième, s'engager. La troisième, faire l'autodiag, la feuille de route et récupérer les données pour nous, santé, qualité de vie au travail. La quatrième, préparer les compétences et les esprits à cette démarche. Et la cinquième, agir et tous les ans faire un bilan. Et ce qui est super important de redire, en fait, Johan, c'est donc un projet porté par le dialogue professionnel sous l'autorité du dialogue social. C'est-à-dire que le comité de pilotage indispensable à la démarche doit inclure des membres du CSE, et s'il n'y en a pas, parce que c'est des petites entreprises et on en a et on en est trop heureux, ce sera le salarié désigné compétent. S'il y a des représentants de salariés, ils doivent être dans le COPIL. Et c'est, deuxième étape, à quel point le dialogue social est important, c'est l'autodiagnostic et le bilan annuel, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée, ce qu'on a fait, doivent être validés par la majorité des membres de CSE, qui sont les premiers interlocuteurs de l'employeur pour dire oui, on part bien de là, et oui, on a bien déjà fait ça. Et c'est pour ça que le projet a des chances de ne pas être sur le prescrit, mais de rester sur le réel, parce que pour partie, il n'y a pas que, mais il y a eux, les partenaires sociaux seront en capacité d'aller au contact du terrain, puis d'aller écouter eux aussi ce que les gens vivent et pensent du projet. Bien évidemment, on invite les services de prévention santé au travail dans la mesure de leur disponibilité à chaque COPIL. Et puis ensuite, eh bien, le projet avance. Donc voilà, vite résumé, ou peut-être pas vite, je sais pas, mais voilà comment un chef d'entreprise qui veut s'engager peut s'engager dans ce projet. Alors moi, j'ai pu, par expérience, voir qu'il y a déjà des groupes ou des entreprises, des PME, qui sont dans une logique de co-animation avec les CSE, les CCTE, justement pour piloter en fait ces projets. Par contre, il y a quelque chose en fait, et je trouve que c'est vachement pertinent ce que tu as dit, c'est la notion, et c'est peut-être ce maillon qui manque, que moi j'ai constaté, de l'acculturation à comment on se tourne vers l'intelligence collective du terrain pour trouver des solutions. Et, euh, et ça, je trouve, c'est vachement intéressant parce que souvent, ce maillage, il manque. Et est-ce que toi, tu as pu le constater aussi dans cette logique de travail? Je veux dire,
Oui, souvent, on n'a pas toujours des instances CSSCT, CSE, voilà, qui sont dans la capacité de bien bosser ensemble. Pour Mm. des tas de raisons, ok, il y a de la posture de part et d'autre qui rend difficile l'accomplissement d'un projet. Dès qu'on est dans la posture, on n'est plus dans la co-construction. Mais il n'y a Oui. pas que, quoi. Et donc, oui, je constate aussi souvent qu'on a des temps partagés de ces instances-là, partagés entre l'employeur et ses représentants, qui ne sont pas à hauteur du bénéfice qui pourrait être le leur. Parce que soit on est dans la posture, soit on est dans un trop gros écart d'expertise, d'un côté ou de l'autre, sur ce sujet-là, qui met une tension dans ces échanges-là, Oui. ou parce que on a une vision pas partagée, que la santé est un outil de la performance sociale et durable de l'entreprise. Voilà. Et à partir de là, le mot performance s'utilise, mais ne contient pas les mêmes choses. Il y a un débat sur la performance qui ne se fait pas, en fait, et qui, voilà, entrave l'action pleine, entière et éclairée de l'employeur avec ses partenaires sociaux. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'abord de commencer par cette approche culturelle auprès des employeurs et ensuite de la mettre au cœur de ce dialogue social pour la partager et parler d'une démarche santé, qualité de vie au travail, enfin, ou QVCT aujourd'hui, parler d'une démarche et s'engager ensemble sur une démarche, c'est autre chose que parler d'un problème et s'engager ensemble à le résoudre. C'est vrai. Là, on est sur une vision euh, partagée d'une démarche qui a des revendications fortes. L'égalité de traitement de la santé physique et mentale, c'est un gros seuil culturel à engager, hein. Oui. L'écoute au cœur du travail, écouter, évaluer, agir, faire de l'évaluation des risques un outil d'animation par les managers de leur temps de management collectif. Enfin, là, on a des gros, enfin, c'est des énormes pas culturels qui sont franchis par la boîte, puisqu'on fait se rencontrer dans les espaces de management la santé, la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, on est vraiment complètement alignés, quoi. Donc, l'ambition du projet, son approche culturelle, son approche systémique, on va dire ça comme ça, et puis le fait qu'il y ait un référentiel. On n'est pas chacun à se dire il faut faire ça, il faut faire ça. C'est voilà, il y a un référentiel qui cadre les choses. Ces trois conditions qui sont super facilitantes pour dénouer les nœuds dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai une question complémentaire et notamment par rapport, tu sais, dans les évaluations des risques psychosociaux, il y a le modèle GOLAC qui est utilisé. Qu'est-ce que la méthodologie et le référentiel que vous utilisez a comme synergie ou au contraire, est-ce qu'il y a des complémentarités par rapport à ce référentiel qui existe? Peut-être qu'il est limité, hein, le référentiel GOLAC, mais est-ce qu'il y a des ponts? Alors, le référentiel, en fait, c'est un référentiel, c'est un rapport du collège d'expertise qu'on appelle Golac-Brodier, tu as tout à fait raison, qui a identifié les facteurs de risque psychosociaux. Donc, en fait, on est complètement raccord si tu regardes, parce que qu'est-ce qu'ils décrivent comme étant les risques psychosociaux? Eux, c'est dommage parce que ça n'a pas été suffisamment conservé en l'état. Mais aujourd'hui, il y a une immense confusion entre risques psychosociaux et troubles psychosociaux, Johan. Eh oui. Quand tu parles de risques psychosociaux à quelqu'un en entreprise, quand il n'est pas très averti du sujet, à quoi la personne pense? Elle pense à burn-out, elle pense à dépression, elle pense à suicide, elle pense On aux est dans les troubles. conséquences. Eh oui. Golac a bien, dès le départ, affirmé que c'est d'abord l'organisation du travail, les relations au travail, qui sont le sujet dont il faudra parler pour parler de risques psychosociaux, c'est-à-dire des éléments de cause. Donc, en gros, ce projet, il reprend, il épouse, sa modélisation phare, c'est celle-ci, c'est le fait d'aborder globalement les situations de travail dans tous les champs qui les composent, pardon, l'environnement technique du travail. Il faut parler de cet environnement technique, hein, parce qu'il n'est encore pas Mm. maîtrisé aujourd'hui, c'est-à-dire les outils, les produits, les locaux dans lesquels je bosse. Parlons des problèmes qu'on peut rencontrer avec eux. Parlons de la deuxième dimension, l'environnement organisationnel du travail. Bah, la charge, les outils, les moyens, les compétences, la latitude décisionnelle, la coopération, voilà, l'organisation du travail. Troisièmement, parlons de l'environnement relationnel du travail, mes relations avec les clients, avec mes pairs, avec la hiérarchie. Voilà. Et parlons aussi du dernier environnement qu'on a proposé, qui n'était pas dans le rapport Golac, lui, c'est l'environnement conjoncturel des situations de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui bosse avec ses outils, ses produits, et puis ses outils, son organisation, ses relations, elle sera plus que sensible à des données de la conjoncture de son entreprise quand elle entendra, par exemple, que l'entreprise vient de racheter son concurrent,
ou que l'entreprise divise ses effectifs par deux. Ces informations-là vont avoir un effet dans sa situation de travail et sa projection, la projection de la personne dans sa boîte et la projection de la personne de son entreprise, c'est le dernier élément dont il faut parler parce qu'il peut avoir beaucoup plus d'effet que ce qu'on peut penser. Donc en gros, pour reprendre ta question, bien évidemment, on s'inscrit dans ces références méthodologiques incontestées en réaffirmant que les risques psychosociaux sont tout ce qui, dans l'organisation, les relations et la projection dans l'emploi, tout ce qui peut affecter la santé toujours physique et mentale des personnes. Complètement. C'est bien de faire cette précision, c'est vrai qu'effectivement, il y a des confusions. Donc, et justement, ça passe par ce travail de pédagogie. Et justement, dans ton projet, est-ce que quand tu fais une sensibilisation auprès des acteurs, est-ce qu'il y a un groupe partagé dans cette sensibilisation à la fois de la direction et des IRP, enfin des représentants du personnel, dès le départ pour impliquer le projet? Ou est-ce que ça se fait dans un deuxième temps quand un comité de pilotage est installé? Ça dépend, il y a beaucoup de façons de faire. En gros, quand une entreprise m'invite à faire une conférence sur le sujet de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail, ce qui sont deux termes complètement distincts, Mhm. qui sont aujourd'hui encore dans le besoin d'être distingués, eh bien, quand on a, j'ai déjà fait des conférences avec les partenaires sociaux et les employeurs et le top management et le management. Bon voilà, à ce moment-là, on a une prise de repère qui se fait entre nous directement, puis qui peut ensuite s'accompagner de questions très intéressantes des uns et des autres. On peut aussi être dans des configurations où, dans un premier temps, je rencontre l'employeur seul ou avec son top management, sa RH, son responsable santé au travail s'il en a un, pour ensuite engager qu'il souhaite être dans le projet, aborder ces questions-là avec ses partenaires sociaux dans un deuxième temps, notamment dans le comité de pilotage. Ça, Au cas par cas. c'est au cas exactement. Ok. Est-ce que, donc je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Est-ce que tu as des conseils ou envie de faire un appel justement pour que les entreprises viennent dans, dans cette méthodologie, dans ton projet, enfin de le projet collectif, parce que c'est un projet collectif. Ah ben carrément, Johan. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on dit à toutes les entreprises, euh, publiques, privées, associatives, toute taille, tout secteur d'activité. On dit à toute entreprise, tout employeur, si vous voulez avec nous ouvrir la voie, et je fais exprès de faire un mauvais jeu de mots, VOIE Mhm. et VOIX. Si vous voulez avec nous ouvrir la voie pour que toutes celles et ceux qui font le boulot participent à sa transformation dans une démarche maîtrisée, si vous voulez ouvrir la voie pour enfin aboutir à une égalité de traitement de la santé physique et mentale dans vos organisations, il n'y a qu'à nous faire signe, allez sur notre site projet4121.org, cliquez sur le bouton Je veux être contacté ou je veux m'engager et on sera tellement heureux avec les 61, je crois, 61 référents du projet 4121 qui sont partout en France, de répondre à toutes vos questions, puis de vous avoir avec nous dans cette grande démonstration d'ampleur là. Parce que c'est aujourd'hui ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse une démonstration d'ampleur, actée dans ses résultats, euh, de cette nouvelle culture managériale qui va donner aux entreprises toutes les marges de performance qu'elles cherchent ailleurs. Et à partir de quand justement les travaux de recherche peuvent être, on peut avoir des premiers résultats? Il faut attendre une certaine taille critique, je suppose, de Non. participants ou pas Oui, c'est forcément? ça. Bah là, déjà, on a 3000 salariés qui sont concernés par la démarche. Donc, on est déjà pas mal, mais on en veut encore plus parce que plus on sera nombreux, plus on aura de recul sur ces résultats-là et puis plus on aura d'ambassadeurs aussi. Donc, voilà. Et on va se dire ça comme ça, on pourra avoir des premiers résultats dans un an et on fera des revues de résultats régulières sur les 3 ans qui nous séparent de la fin du projet, quoi. Ok. On fera des points d'étape intermédiaires. En tout cas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vincent? Parce que pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Mais je te laisse la parole si tu veux conclure. Écoute, déjà conclure, moi je voulais te remercier, Johan, d'avoir donné de l'écho à ce projet parce que t'étais pas obligé de le faire et c'est une chance de plus pour le projet puis qui marque ton intérêt sur le sujet, donc merci beaucoup. Moi, ce que je pourrais dire, c'est aujourd'hui, on sait qu'en écoutant les travailleurs,
non seulement des problèmes nouveaux ou oubliés vont remonter, mais surtout des solutions nouvelles vont remonter. Parce qu'on pense souvent, quand on pense à l'écoute des travailleurs, ils vont nous remonter des problèmes. C'est vrai, mais oublions pas toutes les solutions qui vont remonter. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a laissé de côté tout ce qui ne se voyait pas dans l'entreprise. La part subjective de la santé mentale, est laissée de côté parce que ça ne se mesure pas comme la santé physique. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on ferait un cas de tout ça qui nous rajoutera des problèmes, parce que c'est moins démontré pour certains, hein, ce qui n'est pas vrai, hein, mais il y a encore beaucoup d'a priori sur ce sujet-là. Et d'autre part, quand on parle organisation, relation et projection dans l'emploi, c'est pareil, c'est des gens qui s'expriment, c'est la part subjective du travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Johan, personne ne peut voir le taux d'engagement de quelqu'un en le lisant dans un portique d'entrée, quoi. Donc, c'est donner de l'importance à ce qui ne se voit pas en entreprise, parce qu'on a donné beaucoup d'importance, et on a eu raison, c'est vrai, mais on a donné beaucoup d'importance à ce qui se voyait. Eh bien, il faut donner de l'importance à ce qui ne se voit pas. C'est signe Et faible. aujourd'hui, on a trop de salariés, trop de travailleurs qui n'osent plus parler de ce qui leur fait mal au travail, quand c'est de l'organisation du travail, quand c'est de la charge de travail, quand c'est des relations au travail, parce que soit ils se disent ça va me retomber dessus, si je dis qu'il y a un problème là, et que ce problème vient de moi et qui ne se voit pas, c'est peut-être moi qui vais devenir le problème en fait. Donc il y a trop de silence dans les entreprises sur la part subjective de la santé et la part subjective du travail qui vient de l'organisation, des relations et de la projection dans l'emploi. Eh bien, si on avait à se dire quelque chose, tout ce qui se vit comme ça mal, quand ça se vit mal, c'est à l'extérieur de l'entreprise que les gens en parlent en fait. Ils en parlent dans leurs cercles familiaux, ils en parlent dans leur cercle de proches, etc. Mais ils n'osent plus, pour beaucoup, en parler, sauf quand ça explose, quoi. Eh bien, c'est ça la conversion culturelle qu'il faut qu'on fasse, c'est donner la même importance à la santé physique et mentale, toute objective et subjective, qu'elles peuvent être différentes par nature, la même importance à l'environnement technique et aussi l'organisation des relations, la projection de l'emploi. Et donc pour ça, il nous faut parler au travail, du travail, avec celles et ceux qui font le travail, pour le transformer avec elles et non pas pour elles et sans elles. C'est ça la seule voie qui nous permettra de passer de notre constat où si on sait que le travail est facteur de santé par nature, ça je tiens toujours à le rappeler, le travail construit de la santé par nature. Eh bien, si on sait ça, quand le travail se dégrade, c'est la santé qui se dégrade. Et là, on remarque que les conditions de travail se dégradent et que nos indicateurs de santé physique et mentale au niveau de la population française se dégringolent, quoi. Eh bien, la solution, c'est ça. Et cette solution-là, ce n'est pas une utopie, c'est un projet entrepreneurial, stratégique. Il y a tellement de gens qui disent qu'il faut le faire que moi, à un moment donné, j'en ai eu assez de faire des constats de partout. Et vous savez quoi? Enfin, tu sais quoi? J'ai dit, vous savez quoi? Ok, on va encore multiplier les études qui nous disent qu'il faut aller réécouter, qu'il faut mettre, enfin, qu'il faut faire ça. Faisons-le, en fait. Et moi, c'est ça qui m'habite aujourd'hui, c'est le dire, c'est bien quand même, mais le faire, c'est mieux. Et moi, aujourd'hui, mon mot d'ordre, c'est faisons-le. Ok, faisons-le. On a un référentiel qui s'appuie sur beaucoup d'expertise, beaucoup de références, ouais, faisons-le. Vivons ça ensemble. Arrêtons de le dire, faisons-le. Franchissons ce pas. N'ayons pas peur de le franchir. L'avance qu'on va prendre, les autres courront toujours longtemps derrière pour la rattraper. Faisons-le. Et c'est pour ça que j'ai porté aussi un autre projet qui est exactement aligné pour faire que l'écoute devienne le premier principe général de prévention au sein du Code du travail. Pour qu'on soit aussi dans ces grands repères méthodologiques-là, hein, à mettre l'écoute comme une condition d'accès à la santé et à la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, faisons-le. Et pour tout ça, il faut que les gens le sachent pour le faire. Et encore, merci Johan pour le faire savoir. Mais c'est un grand plaisir. Moi, j'étais touché de près par ça. J'ai fait les mêmes constats que toi et je suis très heureux que tu puisses embarquer avec ton leadership, avec aussi cette manière en fait d'être pragmatique et d'être leader. Et on a besoin justement de ces acteurs dans ce paysage. Donc, je te remercie pour ton œuvre collective parce que ça, c'est important et je tiens à te le dire. Et je voudrais rajouter quelque chose aussi qui vient recouper tout ça. Plus je t'écoute, plus je me dis, de plus en plus, la population, elle est en quête d'épanouissement, de sens dans sa vie globale. Donc le perso en est une chose, mais le travail aussi. Et moi, alors, il y en a qui me traitent un petit peu d'utopiste des fois, mais j'y crois.
en utilisant ces leviers, on peut rejoindre aussi le sens de l'épanouissement, s'épanouir au travail parce qu'on est écouté, entendu, on peut amener des idées et on peut co-construire. Et finalement, on a besoin de ça pour donner du renouveau dans les entreprises. Et ton projet, clairement, quand il commence à être mené comme ça, avec des effets concrets, je pense qu'on ouvre la porte à de l'épanouissement et à de l'innovation aussi dans l'entreprise. Donc, je trouve que ça rejoint tout ça. Donc, il y a des effets multiples et variés qu'on ne soupçonne pas. Donc, en tout cas, je peux que vous encourager à aller te suivre. Merci beaucoup, Johan, pour ce retour. J'adhère à fond. Je ne peux pas dire mieux. Donc, c'était passionnant, Vincent. Tu reviens quand tu veux. Si tu veux nous faire des feedbacks justement de l'évolution du projet, j'aurai grand plaisir justement à te poser des questions et à faire cette valorisation et ce zoom parce que c'est super important. Et donc, merci encore. Je t'en prie, Johan. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute, pour cette émission. Nous allons accueillir aussi d'autres invités tout aussi passionnants que Vincent, avec des sujets tout aussi cruciaux. Et moi, c'est ce qui m'anime, vous le savez. Donc, je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions. En attendant, merci Vincent, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.